Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Allez, on quitte un petit peu la fiscalité pour s'intéresser au marché. Début d'année, c'est toujours le moment où on essaye de faire un petit état des lieux, un panorama, de dresser aussi peut-être quelques perspectives pour que vous puissiez patrimonialement vous intéresser à ces marchés financiers. Et notre expert du jour, c'est Rachid Medjaoui. Bonjour Rachid. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de patrimoine, directeur adjoint de la gestion privée de Louvre, banque privée. Bon, déjà, quelles sont vos principales observations de ce début d'année là, quand vous regardez notre planète économique, j'ai pas envie de dire trop politique, encore que les deux se mêlent beaucoup, de ce début d'année, qu'est-ce que vous vous dites ? Non, mais on savait que l'année 2025 allait être par définition plus compliquée que 2024, parce que même si un certain nombre d'incertitudes ont disparu, puisqu'on connaît en particulier le président, futur président... On connaît le zozo américain. De Washington, on savait quand même qu'il y avait énormément d'imprévisibilité. Donc on passe d'un monde d'incertitude à un monde d'imprévisibilité concernant le président américain. On sait tous que les valorisations, quelle que soit la classe d'actifs d'ailleurs, sont relativement tendues et... En relatif, on peut se dire que nos actifs européens sont très sous-évalués. C'est des sous-évalorisations historiques, mais en absolu, le CAC n'est pas donné. Les actions européennes sont à leur juste prix. Donc, on savait que ça allait être un peu plus compliqué, mais je dois dire que quand même, on est surpris par deux choses. Un, le fait que justement Monsieur Trump dégaine beaucoup plus vite qu'attendu. Notre sentiment, c'était qu'il attendrait peut-être d'être installé officiellement à Washington pour commencer à mettre ses pressions tout azimut. Et puis l'autre élément plus fondamental, beaucoup plus sérieux, c'est cette remontée des taux. Alors nous avions, comme je crois beaucoup d'acteurs, plutôt une position de sous-pondération des obligations d'État. Mais je dois avouer que la remontée des taux, les tensions obligataires commencent à être quand même assez significatives. Justement, ces questions de taux, elles sont bien évidemment aussi gérées dans ce grand monde des banquiers centraux. On écoute et on regarde, on dissèque leurs propos régulièrement. Comment est-ce que leur politique monétaire, justement, influence les marchés, les décisions des investisseurs, peut-être aussi les jeux, les positionnements des politiques ? Absolument, et là aussi, ça participe de cette idée que 2025 allait être plutôt plus compliqué que 2024, parce que quand on regarde, vous savez que pour prévoir l'avenir, on regarde souvent le passé, c'est comme ça, et ce qu'on voit dans le passé, c'est que les marchés financiers ont tendance à anticiper les gestes des banquiers centraux, et quand ils anticipent des baisses de taux, ce qui était le cas sur toute l'année 2024, eh bien, dans 80% des cas, les marchés montent en anticipation de ces baisses de taux. Et puis quand ces baisses de taux arrivent, c'est là où la partie, le match se complique, parce que si ces baisses de taux continuent pour des bonnes raisons, les marchés continuent de monter. Si ces baisses de taux continuent pour des mauvaises raisons, en général, les marchés baissent. Et puis, si jamais il y a du statu quo, des interrogations, là aussi, ça fait beaucoup de volatilité. Alors, nous savions on faisait partie des maisons qui ont toujours pensé que la Fed allait baisser ses taux, probablement qu'elle va le faire, mais qu'il ne fallait pas s'attendre à 5 ou 4 ou je ne sais pas combien de baisses de taux, tout simplement parce que la croissance économique américaine va bien. Oui, bien sûr. Et puis, et c'est le sujet, je crois, phare, clé, c'est l'inflation. Et là, pour le coup, je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur. Et notre stratégie, et d'ailleurs, c'est notre communication vis-à-vis de nos clients qui ont un horizon d'investissement assez lointain, en tout cas, on leur dit que le temps, c'est leur meilleur allié, c'est de dire que depuis le Covid, nous avons changé de monde. Clairement, depuis le Covid, nous avons le retour des États-nations avec des dépenses budgétaires, alors dans un premier temps qui étaient absolument nécessaires pour nous sauver, mais on a le sentiment, à tort ou à raison, qu'ils ont eu la main lourde, ces États, et on se retrouve avec des déficits budgétaires très très élevés partout dans le monde. Et ça, une des implications, c'est que c'est bon pour la croissance nominale, c'est plutôt bon pour les profits. En revanche, ça dit quoi ? Ça dit que l'inflation... le risque de persistance de l'inflation était devenu un sujet clé. Et donc, aujourd'hui, on a des interrogations sur est-ce que c'est simplement de la persistance d'inflation, et là, on gère, ou est-ce qu'on peut se prendre une seconde vague d'inflation ? Et là, c'est un autre problème. Et c'est vrai que quand on regarde les grands items, on va dire, de campagne et a priori de la politique de Trump, il
il a eu beau pointer la responsabilité du camp adverse dans l'inflation, il a des items tant sur l'immigration que sur l'impôt sur les sociétés, que sur la relance, etc., ou sur la guerre commerciale internationale, qui sont potentiellement générateurs d'inflation, c'est ça? Absolument. Et alors, dans ce programme de Donald Trump, c'est assez intéressant parce que, la baisse d'impôts, a priori, c'est positif, et d'ailleurs, ça fait, normalement, c'est 4 à 5% de plus sur les bénéfices attendus des entreprises. Donc, on peut dire que ça, même si à terme, ça peut être un peu embêtant, c'est plutôt positif. La guerre commerciale, bien entendu, une guerre commerciale, ça n'a jamais été positif ni pour les États-Unis, ni pour ses partenaires. En revanche, notre sentiment, pour les raisons que vous venez d'avancer, c'est-à-dire que Trump a été élu justement sur le thème du pouvoir d'achat. Je défends votre pouvoir d'achat, la classe moyenne. Et donc, notre sentiment, c'est que, bien entendu, qu'il y a toujours un risque de guerre généralisée, bien entendu qu'il peut monter les droits de douane, mais il va faire très attention. Et le ballon d'essai qui a été envoyé la semaine dernière, vous avez vu cette nouvelle qui est sortie du Washington Post, qui a fait flamber le CAC de 2% en à peine une demi-heure, laissant penser que Trump allait être beaucoup plus sélectif dans sa hausse de tarifs de nuit. On y croit. C'est-à-dire qu'on pense que Trump n'a jamais été pour le protectionnisme en tant que tel. C'est simplement un outil pour lui, un moyen pour mettre de la pression sur ses partenaires. Alors bien entendu, si ses partenaires ne répondent pas favorablement, il va y aller. Il y va, oui. Mais c'est pas obligatoire. En revanche, le troisième item qui est pour moi très crucial, c'est sa politique migratoire. Derrière l'exceptionnalisme du marché américain et de la croissance américaine, et dont on peut discuter la durabilité, nous on pense que c'est plutôt assez durable. Eh bien, derrière cet exceptionnalisme, il y a cette histoire d'immigration, c'est-à-dire que, sans dire que le miracle américain est dû à 100% à l'immigration, on sait, et les études de la Réserve fédérale le montrent bien, que c'est parce qu'il y a eu cette vague migratoire très importante que la croissance américaine a été forte, qu'on a évité les tensions salariales malgré des marchés du travail tendus. Et donc, si M. Trump casse cette politique migratoire en étant trop dur sur les flux d'immigration, et d'ailleurs il y a déjà un petit peu de gaz dans le tuyau entre lui et Elon Musk sur cette question-là, là c'est vraiment inflationniste. Donc, mis bout à bout, ça donne des incertitudes sur l'inflation, et ça explique aussi pourquoi la Fed est devenue beaucoup plus prudente sur ces baisses de taux. Donc le marché est passé à pratiquement à peine une baisse de taux, voilà. Mais nous on pense que a priori il devrait quand même baisser les taux, mais c'est vrai que c'est un sujet un peu tendu. Et toutes ces tensions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient un peu monétaires, etc., elles influencent les comportements un peu patrimoniaux des investisseurs, selon vous? Oui, parce que quand vous vous projetez effectivement sur le moyen terme, tout le monde recherche des classes d'actifs où il y a de la rémunération, des classes d'actifs. Et ça, c'est un grand changement avant et après le Covid. Vous savez, avant le Covid, pour faire simple, 3%, 4% de performance, c'était 3 ou 4%. Il n'y avait pas d'histoire parce que l'inflation, c'était entre 0 et 1. Oui, d'accord. Je pense qu'on est rentré durablement dans un monde où 2% qui était le maximum est devenu le minimum. On ne sait pas si on va être à 3 ou 4 dans les 10 prochaines années, mais nous pensons qu'on va être plutôt entre 2 et 4%. Et donc, 3 ou 4%, c'est oui, mais est-ce que c'est avant ou après inflation? Oui, c'est ça. Et donc, c'est intéressant aujourd'hui parce qu'on retrouve des taux d'intérêt et au moment où on se parle, on a des tensions. L'OAT est à la porte des 3,5%, le taux américain est à la porte des 5%. Et surtout, moi, je regarde beaucoup ce qu'on appelle, Cédric, les forwards, alors les taux à terme. Et c'est intéressant parce que ça montre comment les courbes de taux aujourd'hui se positionnent. Et aujourd'hui, si vous prenez par exemple le taux 10 ans français dans 5 ans, tel qu'il est intégré dans le pricing, eh bien c'est 4. Aujourd'hui, on est à 4,15, 4,17. Donc on retrouve des niveaux intéressants d'investissement. Et donc c'est pour ça que nous, on conseille à nos clients de commencer à prendre date sur un certain nombre de stratégies obligataires. Par contre, ne pas mettre tout dessus comme je peux l'entendre en disant « Allez-y, à plus de 3% sur l'OAT, c'est gratuit. » Par exemple, ces obligations souveraines, mais on pourrait aussi évoquer d'autres actifs qu'on pourrait qualifier de refuge, l'or ou autre, retrouvent aujourd'hui pour vous un intérêt pour ces catégories d'épargnants qui ne sont pas des spilers qui tradent au jour le jour. Alors, stratégiquement, notre conseil pour ceux qui ont du temps, et quand on parle du patrimoine, c'est forcément sur le moyen à long terme,
c'est d'être plutôt sur des actifs dérisqués, c'est-à-dire actions, obligations privées. Pourquoi ? Parce que ces incertitudes sur le niveau d'inflation fait que si vous souhaitez avoir un rendement significativement supérieur à l'inflation, il n'y a pas de miracle. Ouais. Il faut prendre des risques. Ça tombe bien. Nous, on pense que le monde de demain, c'est un monde de reflation. Il y a les thématiques d'investissement de long terme, la digitalisation, la transition écologique et énergétique. Tout ça va créer des opportunités d'investissement. Donc, le cœur de portefeuille, pour ceux, bien entendu, qui le peuvent, qui ont le temps et qui peuvent supporter de la volatilité de court terme, c'est de structurer son portefeuille plutôt sur les actifs risqués. À côté de cela, effectivement, vous avez des opportunités. Je parlais des obligations en particulier. C'est bien de prendre date de temps en temps quand vous avez des pics de taux. Parce que, voilà, quand je dis que le taux à terme du 10 ans français, c'est plus de 4%, bah, c'est intéressant. Le taux à terme du 10 ans américain, on est déjà à 5,20 à peu près. Donc, ça vaut le coup d'en prendre date. Voilà, un petit peu, mais pas tout chargé. Et puis l'or, vous avez raison. Alors, nous, dans les mandats de gestion, on n'a pas le droit d'en faire pour des raisons réglementaires, mais pour des clients qui sont libres de mettre ce qu'ils veulent dans leur portefeuille, effectivement, l'or, vous connaissez mieux que moi, c'est la propriété de se protéger contre l'inflation et de procéder contre les risques géopolitiques. Est-ce qu'il faut serrer aussi zone par zone ? On a commencé notre entretien en parlant de ces impacts politiques. Voilà. Est-ce qu'il faut regarder des zones ? Est-ce qu'il faut au contraire regarder des secteurs ? Comment est-ce que vous auriez envie de saisir les opportunités ? Par quelle grille de lecture finalement ? Alors, là aussi, plus que pour le reste, il y a le court terme et le moyen long terme. Et je dois dire que malheureusement, les deux se rejoignent. Quand je dis malheureusement, c'est que ça avantage pas trop notre continent européen, nos actifs européens. C'est encore pas à la fois où on va dire c'est la chance à l'Europe. Voilà, il y a toutes les raisons. Franchement, il y aurait toutes les raisons de revenir sur l'Europe. Ouais. En termes de valorisation, pas absolue mais relative. Je le disais tout à l'heure, on est à 4. Je crois que on n'a jamais vu depuis 50 ans une sous-valorisation des actions européennes par rapport aux actions américaines. Je répète, les actions européennes ne sont pas données, mais relativement aux actions américaines, elles sont très peu chères. Vous ne trouvez pas un investisseur qui soit positif sur l'Europe. Et ça, vous avez un peu de bouteille comme moi, vous savez très bien que quand tout le monde est très positif au noir sur une zone, en général, il est le temps de faire le contraire. D'être contrariant. Voilà, contrariant. Il y a un événement important, les élections allemandes, le 23 février. On espère tous que ça peut être un sursaut budgétaire avec moins d'orthodoxie, de la relance, voire de la relance européenne. Donc vous me direz, qu'est-ce qu'on attend ? On a un euro-dollar à 1,02 aussi, donc l'euro est très bas. Eh bien, on n'y va pas parce que le catalyseur, il faut quand même un peu de catalyseur. Je dois dire que le catalyseur... Il faut trouver un peu d'enthousiasme. Voilà, et donc cycliquement, les chiffres sont pas bons. On voit que les taux obligataires, on parlait des taux obligataires, que les taux obligataires américains montent. Des raisons normales, la croissance est forte, la Fed va peut-être pas baisser ses taux autant que ce qui était prévu, mais nous, côté européen, on a une croissance moribonde, on n'a pas de problème d'inflation, l'inflation est revenue complètement dans la cible, la BCE baisse les taux et va continuer, et pourtant on a des taux obligataires européens, et pas simplement français, mais même allemands, qui remontent autant que les taux... Donc pour le moment, dans nos portefeuilles, nous, on considère que pour plein de raisons, il faut rester plutôt américain, je dois dire, mais on cherche, pour être honnête, un point d'entrée, parce qu'à un moment donné, les valorisations devenant tellement extrêmes que ça vaudrait peut-être le coup de revenir, mais c'est un peu trop tôt. Stratégiquement, pour être honnête, c'est très compliqué aujourd'hui de dire si sur les 5 prochaines années, il faudra plutôt jouer l'Europe aux États-Unis. A priori, aujourd'hui, on dit plutôt les États-Unis, parce que le thème de l'intelligence artificielle, qui est un thème majeur devant nous, on cherche les acteurs. Aujourd'hui, vous avez, si vous regardez le Stoxx 600, le Stoxx 50 européen, vous avez 2 valeurs pour jouer le thème de l'IA, alors qu'aux États-Unis, vous en avez un peu plus. Voilà. Mais il y en a que 7 qui sont utiles. Mais il y en a que 7 qui sont utiles. Allez, pour terminer, juste, Rachid, la question qui tue, entre guillemets, c'est quoi vos attentes pour cette année ? Alors, je ne vais pas vous demander de me prédire le CAC ou le Dow au 31-12-2025, mais voilà, vous les imaginez comment, nos marchés, cette année ? Je le disais, alors, pour commencer par un peu de liberté, parce que c'est un monde très anxiogène, c'est que c'est l'année du serpent cette année. Et quand on regarde les performances, moi j'ai un beau tableau où j'ai tous les signes depuis 1920. L'année dernière, l'année du lapin, elle devait être une bonne année. On a eu une très bonne année. L'année du serpent, c'est très volatile. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais c'est très volatile. Donc je pense que ça sera très volatile. Je pense qu'in fine, on finira plus haut qu'on est aujourd'hui.
parce que, encore une fois, la reflation américaine grâce à Trump, même s'il faudra faire très attention, la reflation chinoise, on n'a pas beaucoup parlé, mais s'il y a un marché qui est horrible depuis le début de l'année, c'est bien l'action chinoise. Or, on a une banque centrale qui est à la manœuvre et surtout un État qui veut relancer, donc pour le moment il y va de manière trop graduelle, il ne veut pas faire de bazooka et ça les marchés n'aiment pas, les marchés aiment bien quand les États s'engagent. Mais in fine, il n'y a que l'Europe et on attend nos amis allemands qui ont peut-être desserré un peu le budget, mais globalement on a ce qu'on appelle une politique de reflation, ça c'est plutôt positif action. Cela étant, le chemin va être extrêmement heurté parce que, encore une fois, Trump, les taux longs, l'inflation, mais in fine, moi je pense qu'on sera plutôt normalement au-dessus des niveaux qu'on a aujourd'hui. Eh bien voilà quelques éléments pour débuter l'année. Merci beaucoup Rachid. Rachid Medjaoui donc et Louvre, banque privée dans Cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.